New York, octobre 1970. Un mardi soir si froid que la vapeur qui s'élevait des grilles d'aération des trottoirs de Manhattan donnait l'impression que la ville respirait. Le genre de froid qui arrive à New York avant que quiconque ne soit prêt à l'accueillir. Un froid qui traverse les vestes et les opinions avec la même indifférence. Sur la 48e rue Ouest, à 3 pâtés de maisons du Madison Square Garden, se trouvait une salle de sport qui n'avait pas d'enseigne à l'extérieur. Elle n'en avait pas besoin. Tous ceux qui devaient la connaître la connaissaient déjà. Certains l'appelaient l'annexe de Gléon. D'autres l'appelaient simplement l'endroit de Webb, du nom de l'homme qui la possédait, la dirigeait et qui, depuis 11 ans, en avait fait la salle de boxe privée la plus respectée de la ville. Le bâtiment était un immeuble de 4 étages en briques d'avant-guerre qui sentait comme toutes les salles sérieuses sentent. La sueur, le cuir, l'ambition et cette odeur chimique particulière du liniment appliqué sur des muscles poussés au-delà du confort, dans ce territoire où les champions sont soit fabriqués, soit brisés. Le ring était au centre du sol. Tout le reste était disposé autour de lui comme des planètes autour d'un soleil. Des sacs lourds suspendus en 2 rangées, des poires de vitesse le long du mur est. Un espace de musculation à l'arrière que les hommes sérieux utilisaient sérieusement. Des miroirs du sol au plafond sur le mur nord qui vous montraient exactement à quoi vous ressembliez et qui ne mentaient jamais. Les lampes fluorescentes au plafond étaient de l'ancien type. Celles qui bourdonnent légèrement et qui font paraître tout exactement aussi réel que ça l'est. Pas de flatterie, pas d'atmosphère, seulement de la lumière, du travail, et ce dont vous êtes réellement fait quand tout le reste est enlevé. Ce mardi soir particulier, 8 boxeurs professionnels utilisaient la salle. 2 faisaient du sparring dans le ring. 3 travaillaient sur les sacs. 2 étaient au poids. 1 sautait à la corde dans le coin avec le rythme mécanique d'un homme qui l'a fait 10 000 fois et qui le fera 10 000 fois encore. Leur entraîneur, un Italo-américain compact nommé S, qui était dans la boxe depuis avant la naissance de la plupart d'entre eux, était assis sur un tabouret au bord du ring avec un chronomètre et l'expression d'un homme qui a tout vu et qui n'est donc surpris par rien. Dehors, le vent passait dans l'espace entre les bâtiments de la 48e rue Ouest avec l'efficacité particulière du vent new-yorkais qui parcourt ces mêmes couloirs depuis 100 ans et connaît tous les raccourcis. La ville faisait ce que la ville fait un mardi soir d'octobre. Elle bougeait, consommait, produisait les 10 000 drames simultanés de 8 millions de personnes, chacune convaincue que son drame particulier est celui qui compte. À l'intérieur de la salle, rien de tout cela n'existait. À l'intérieur de la salle, il n'y avait que le travail. À 19h15, la porte de la salle s'ouvrit et Bruce Lee entra. Il avait été invité par Danny Kwan, un promoteur né à Hong Kong qui avait des relations à la fois dans le monde du divertissement et dans celui de la boxe, et qui essayait depuis 3 mois d'organiser une rencontre entre Bruce Lee et Marcus Webb pour des raisons à la fois professionnelles et pour cette impulsion humaine particulière qui pousse les gens à mettre 2 choses extraordinaires dans la même pièce et à voir ce qui se passe. La rencontre avait été présentée à Bruce comme une simple observation d'entraînement. Venir voir comment fonctionne la boxe sérieuse. Peut-être démontrer quelques techniques. Bon pour tout le monde. Bruce avait accepté non pas parce qu'il avait besoin de voir quoi que ce soit ou de démontrer quoi que ce soit, mais parce qu'il était à New York pour 2 jours et qu'il s'entraînait tous les jours, peu importe où il se trouvait ou ce qui se passait. Une salle de sport restait une salle de sport. Il allait l'utiliser. Il arriva seul. Vêtements d'entraînement sombres, simples, pratiques, les vêtements de quelqu'un venu travailler et qui n'avait aucun intérêt pour les apparences. Un petit sac sur une épaule. Il signa à l'accueil, échangea quelques mots avec le jeune homme derrière le comptoir, qui n'avait manifestement aucune idée de qui il était, puis se dirigea vers un espace libre le long du mur ouest, où il y avait assez de place pour travailler. Il posa son sac. Il commença à s'échauffer. Ce qui suivit pendant les 20 minutes suivantes fut, pour quiconque regardait avec des yeux avertis,
l'une des routines d'échauffement les plus efficaces et les plus précises qu'ils aient jamais vues. D'abord, les formes du Wing Chun, la théorie de la ligne centrale rendue visible dans chaque mouvement, chaque geste économique, précis, sans aucun gaspillage. Puis le jeu de jambes du Jeet Kune Do, la posture modifiée de l'escrime, le déplacement constant et subtil du poids qui le rendait à la fois impossible à lire et impossible à toucher. Puis les combinaisons. Les mains et les pieds bougeaient dans des séquences qui ne ressemblaient ni à la boxe, ni aux arts martiaux que la plupart des hommes dans cette salle avaient vus dans les films, ce qui était leur seule référence. Pour l'œil non entraîné, cela ressemblait à quelque chose entre une danse et un rituel, précis, contenu, étranger. Les boxeurs commencèrent à remarquer. Un par un, les hommes qui travaillaient au sac ralentirent. Le rythme de la corde se brisa. Le sparring dans le ring continua, mais les deux boxeurs jetaient des regards vers le mur ouest. S, sur son tabouret, observait avec l'attention concentrée d'un homme dont le métier est d'analyser les mouvements physiques et qui rencontrait quelque chose qui ne correspondait à aucune de ces catégories existantes. Il était dans la boxe depuis 30 ans. Il avait entraîné des champions du monde. Il avait vu tous les styles que les combattants sérieux apportent dans une salle sérieuse. Ce qu'il regardait ne correspondait à aucune de ces catégories. Et ce simple fait, rencontrer quelque chose de véritablement nouveau à l'âge de 54 ans, retenait toute son attention d'une manière que très peu de choses pouvaient encore provoquer. Marcus Webb arriva à 19h40. Il arriva comme il arrivait toujours, comme arrive un système météorologique, s'annonçant avant d'être complètement présent. La porte s'ouvrit et la pression de la pièce changea. Marcus Webb mesurait 2 mètres et pesait 418 livres de muscles fonctionnels purs, le genre construit non pas devant des miroirs, mais dans les rings, les salles de sport et dans le creuset spécifique de 17 années de combat professionnel. Il avait 31 ans et se battait depuis l'âge de 14 ans dans les salles du Bronx, gravissant les circuits amateurs, puis semi-professionnels, puis enfin le monde professionnel sérieux où il s'était établi comme, selon à qui l'on demandait, soit le sparring partner le plus dangereux de New York, soit simplement l'homme le plus dangereux. Point final. Son bilan officiel était de 28 victoires pour 0 défaite. Son bilan officieux, les combats qui se déroulent dans les salles, les entrepôts et parfois les parkings, était un nombre que personne n'avait pris la peine de compter, parce que les résultats n'avaient jamais été mis en doute. Il était le partenaire de sparring préféré de Muhammad Ali pendant la période où Ali se préparait pour les combats les plus importants de sa carrière. Ali avait même déclaré publiquement dans une interview qui avait circulé dans les cercles de boxe que s'entraîner avec Marcus Webb était la chose la plus proche du vrai danger qu'il rencontrait à l'entraînement. Cette déclaration signifiait quelque chose. Elle signifiait que Marcus Webb n'était pas un homme dont la réalité physique pouvait être facilement exagérée. Il entra dans la salle de sport en survêtement gris, serré au niveau des épaules d'une manière qui suggérait que le survêtement avait été acheté avant qu'il n'ait complètement fini de devenir ce qu'il était. Son visage ressemblait à celui d'un homme qui avait été frappé de nombreuses fois par d'excellents combattants et qui avait survécu à chacun d'eux sans difficulté particulière. Ses mains, même détendues le long de ses côtés, ressemblaient davantage à des outils qu'à de simples appendices. Il vit ses combattants, il vit S, il vit le ring, il vit tout ce qu'il s'attendait à voir. Puis il vit l'homme contre le mur ouest faire quelque chose qui ne ressemblait pas à de la boxe. Il s'arrêta de marcher. Pendant un moment, il resta simplement au centre de la salle et observa. Les combattants qui regardaient Bruce Lee regardaient maintenant Marcus regarder Bruce Lee. C'était ce silence particulier des gens qui attendent de savoir ce que la personne la plus importante de la pièce pense de quelque chose avant de décider eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Il observa pendant environ 30 secondes. Durant ces 30 secondes, son expression passa par plusieurs étapes. La curiosité, l'évaluation, l'amusement. L'amusement particulier d'un homme très grand et très puissant regardant quelqu'un de beaucoup plus petit faire quelque chose qui, de son point de vue, ressemblait à une manière très élaborée d'accomplir absolument rien de pratique. Il marcha vers le mur ouest. Ses combattants, suivant son mouvement,
cessèrent collectivement ce qu'ils faisaient. S posa son chronomètre. La salle, qui était remplie du bruit d'un entraînement sérieux, Devint silencieuse, de cette manière particulière dont les salles deviennent silencieuses quand quelque chose est sur le point de se produire, quelque chose que tout le monde sent arriver, mais que personne ne peut vraiment prédire. Marcus s'arrêta à 3 mètres de Bruce Lee et le regarda terminer une combinaison. Bruce Lee termina la combinaison, fit une pause, devint immobile, puis se tourna pour regarder le grand homme qui venait d'apparaître dans sa vision périphérique. Ils se regardèrent un moment. 2 hommes dans une salle de sport. La différence d'échelle physique entre eux était immédiate et évidente. Marcus parla le premier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. Pas hostile, simplement curieux, comme un artisan curieux d'un procédé qu'il ne reconnaît pas. « Wing Chun » dit Bruce. « Jeet Kune Do » Marcus hocha lentement la tête, prêtant les mots sans les reconnaître. « Le truc de Kung Fu » dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. « Oui » dit Bruce. Marcus regarda les combattants derrière lui. Certains essayaient de ne pas sourire. Il regarda Bruce de nouveau. « J'ai vu le Kung Fu dans les films » dit-il. « Ça rend bien dans les films. » Il fit une pause. La pause fit un travail très précis. « Mais c'est une toute autre histoire quand quelqu'un essaie vraiment de te frapper. » Bruce ne dit rien. Il avait déjà entendu cela. Il l'entendrait encore. Il attendit. « Tu fais combien ? 140 ?» dit Marcus, regardant Bruce de haut en bas avec l'évaluation professionnelle d'un homme qui avait passé sa vie adulte à classer les gens selon leur capacité physique à lui faire du mal. « 145 » dit Bruce. Marcus fit un bruit qui n'était pas tout à fait un rire. « 145 » répéta-t-il, comme si le nombre lui-même était la blague. Il regarda ses combattants. Certains sourirent. « Viens ici » dit Marcus. « Je vais te montrer à quoi ressemble un vrai combat. Tu faisais tes jolis mouvements ici, et j'apprécie. Vraiment, on dirait que ça t'a pris longtemps à apprendre. Mais il y a une différence entre ce qui ressemble à un combat et ce qui fonctionne vraiment quand quelqu'un qui sait vraiment se battre est devant toi. » Bruce ne dit toujours rien. Il observait Marcus Webb comme il observait tout, cataloguant complètement la distribution du poids, la tension musculaire et les petits signaux inconscients que le corps produit lorsqu'il s'apprête à faire quelque chose qu'il a fait des centaines de fois auparavant. Marcus fit un pas de plus. Maintenant, la différence de taille n'était plus abstraite. Elle était immédiate, physique, réelle. Il regarda Bruce Lee de haut, avec l'avantage de taille qui avait décidé la plupart des situations dans lesquelles Marcus s'était trouvé pendant 17 ans. « Ses petites mains, » dit Marcus. Il tendit la main et attrapa la main droite de Bruce Lee avec 2 doigts, comme on saisirait quelque chose de petit et fragile pour l'examiner. Il la retourna. Il la montra aux combattants derrière lui. Plusieurs d'entre eux rirent. Ce n'était pas un rire cruel. C'était le rire de gens qui trouvaient le contraste sincèrement drôle. 145 livres d'artiste martial et 418 livres de combattants professionnels. Et le combattant professionnel tenait la main de l'artiste martial comme une curiosité. « Tu frappes comme un enfant, » dit Marcus. Il le dit calmement, sans méchanceté particulière, comme on énonce un fait. « Ces petites mains, ce petit corps, tu penses vraiment pouvoir me faire quelque chose avec ça ?» Il relâcha la main. Il fit un pas en arrière. Il ouvrit les bras, un geste qui englobait tout son corps, une invitation. « Vas-y, dit-il. Frappe-moi où tu veux, aussi fort que tu peux. » Il regarda ses combattants. « Voyons si je le sens. » La salle était complètement silencieuse. 8 combattants professionnels. Un entraîneur. Danny Kwan près de la porte, visiblement nerveux. Tous regardaient l'homme de 145 livres en tenue d'entraînement sombre, debout devant l'homme de 418 livres aux bras ouverts. Bruce Lee regarda Marcus Webb pendant un long moment. Puis il parla. Sa voix était calme. La salle était assez silencieuse pour que tout le monde l'entende clairement. « Je vais te mettre au sol, » dit Bruce Lee, « avec une seule combinaison. »« Ne fais pas ça !» Ce n'était pas une vantardise.
Cela avait la qualité d'un homme lisant une information sur une surface et rapportant exactement ce qu'il voit. Un avertissement sans dramatisation, comme lorsqu'on avertit quelqu'un d'une marche qu'il n'a pas remarquée. Marcus le fixa, puis il éclata de rire. Un vrai rire, surpris par l'audace de la déclaration. Il regarda ses combattants. La plupart riaient aussi. « Une seule combinaison », répéta Marcus en secouant la tête. « Frère, j'ai fait du sparring avec Muhammad Ali. J'ai été frappé par les meilleurs poids lourds du monde. Et toi, tu fais 145 livres. » Il ouvrit les bras encore une fois, plus largement. « Vas-y, montre-moi à quoi ressemble ta combinaison. » Bruce Lee resta immobile pendant une seconde complète. L'immobilité de quelqu'un qui a pris une décision et qui passe de la décision à l'exécution, sans l'hésitation qui sépare la plupart des gens de ce qu'ils ont l'intention de faire. Puis il bougea. Ce qui se produisit durant les 2 secondes suivantes serait décrit différemment par chaque personne présente dans la salle. S, l'entraîneur, celui qui avait l'œil le plus expérimenté dans la pièce, dirait plus tard qu'il avait vu clairement le premier mouvement. Un coup de poing du droit qui parcourut environ 20 cm et atteignit le plexus solaire de Marcus Webb avec un son étrange, différent du son normal d'un coup de poing. Un son de compression concentré qu'il n'avait jamais entendu ailleurs que dans un type d'impact très particulier. Les combattants les plus proches diraient qu'ils avaient vu le coup partir, mais pas l'impact. Que l'espace entre le mouvement du poing et le changement d'expression sur le visage de Marcus Webb était trop court pour contenir le mouvement qu'il s'attendait à voir. Les combattants plus éloignés diraient qu'ils n'avaient rien vu du tout, qu'un instant les 2 hommes se faisaient face et que l'instant suivant la situation avait changé d'une manière qui demandait une explication. Mais tout le monde s'accorda sur une chose, le son. Le premier son. L'impact au plexus solaire, compact, final. Puis avant même que Marcus Webb n'ait complètement enregistré ce premier impact, vint le second mouvement. Un coup de pied arrière tournant, délivré avec la force de rotation d'un corps qui s'était entraîné toute sa vie à générer exactement ce genre de puissance, frappant le côté gauche de Marcus Webb au niveau des côtes flottantes, avec un bruit plus grand et plus définitif que le premier. Marcus Webb, 418 livres, 17 ans de combat professionnel, partenaire de sparring de Muhammad Ali, tomba. Il ne tomba pas comme tombent les combattants lorsqu'ils ont reçu un coup violent et choisissent le tapis comme décision tactique. Il tomba comme tombent les structures lorsque quelque chose d'essentiel est retiré de leur fondation. Il tomba droit. Il tomba vite. 418 livres d'hommes frappèrent le sol de la salle sur la 48e rue Ouest, et le bruit fut senti dans la poitrine avant d'être entendu par les oreilles. Les sacs lourds se balancèrent légèrement sous l'effet de la vibration. Puis vint le silence, un silence complet, total, absolu. Le seul bruit était le bourdonnement des lampes fluorescentes au plafond et le lointain grondement de la circulation de Manhattan, un bruit qui avait toujours été là, mais dont personne n'avait conscience avant cet instant où il n'y avait plus rien d'autre. Bruce Lee se tenait exactement là où il se trouvait lorsqu'il avait donné le coup de pied. Il n'avait pas bougé. Sa main droite était revenue le long de son corps. Sa respiration n'avait pas changé. Son expression non plus. Il regardait Marcus Webb au sol, avec la même expression qu'il avait portée durant tout l'échange. Neutre, complète. L'expression de quelqu'un pour qui ce qui venait de se produire n'était pas une surprise, mais une conséquence inévitable qu'il avait essayé d'éviter, sans y parvenir, et qu'il avait donc exécuté avec l'engagement total que l'inévitable exige. Les 8 combattants restaient exactement là où ils se trouvaient. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. S avait toujours le chronomètre dans la main et avait oublié qu'il le tenait. Danny Chuan, près de la porte, avait les 2 mains à plat contre le mur derrière lui, comme s'il avait besoin de soutien. Un des combattants près des sacs lourds, un poids moyen de Queens nommé Ray,
qui s'entraînait dans la salle de Webb depuis 3 ans et n'avait jamais vu Marcus Webb au sol dans aucune circonstance, dira plus tard que sa première pensée n'avait pas du tout concerné Bruce Lee. Sa première pensée fut que quelque chose dans le bâtiment avait cassé, qu'une poutre avait cédé, qu'un tuyau avait éclaté, qu'un problème structurel expliquait pourquoi l'homme le plus grand qu'il connaissait se trouvait soudainement sur le sol. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre que le bâtiment allait très bien, que la seule chose qui avait changé était l'information que Marcus Webb possédait désormais. Marcus Webb resta au sol pendant 7 secondes. 7 secondes durant lesquelles la salle resta totalement silencieuse. Personne ne s'approcha de lui. Personne ne s'éloigna. Puis il bougea lentement, avec la prudence délibérée d'un homme qui fait l'inventaire de son corps avant de lui demander d'agir. Sa main droite trouva le sol, puis la gauche. Il se redressa en position assise. Il resta assis encore 3 secondes, respirant, les yeux fixés sur le sol devant lui. Puis il leva les yeux. Il regarda Bruce Lee. Bruce Lee le regardait aussi. La même expression, neutre, complète, attendant sans impatience ce qui viendrait ensuite. Autour d'eux, la salle restait silencieuse. Les 8 combattants n'avaient pas bougé. Personne ne semblait savoir quel était le protocole pour ce qui venait de se produire. Parce qu'il n'y avait pas de protocole. Parce que cela n'était jamais arrivé auparavant. Pas dans cette salle. Pas à cet homme. Pas comme ça. Marcus Webb posa un pied au sol. Puis l'autre. Il se leva. Cela demanda un effort. L'effort était visible. Et voir cet effort chez un homme de cette taille, devant des hommes qui s'entraînaient avec lui chaque jour, était en soi une déclaration. Il se tenait debout. Il se redressa. Il respirait avec précaution. La respiration d'un homme qui gère une douleur précise à un endroit précis. Mais il était debout. Ses yeux étaient clairs. Son visage avait dépassé le choc pour entrer dans autre chose. Quelque chose qui réfléchissait encore, qui calculait encore ce que ces nouvelles données signifiaient. Il regarda Bruce Lee pendant longtemps. La salle regardait cet échange. Marcus Webb n'avait jamais, dans toute sa carrière professionnelle, marché vers un homme qui venait de le mettre au sol. Il le fit maintenant. Ses combattants se déplacèrent instinctivement, pas pour bloquer, pas pour intervenir, simplement pour se repositionner. Comme les gens se repositionnent lorsqu'ils ne savent pas dans quelle direction les événements vont évoluer. Marcus s'arrêta à 60 centimètres de Bruce Lee. Il était toujours plus grand, toujours plus lourd, et aucune de ces informations ne signifiait ce qu'elle signifiait 8 secondes auparavant. « Je vous dois des excuses, » dit Marcus Webb. Sa voix était différente de celle qu'il avait utilisée auparavant. La performance avait disparu. Ce qui restait était plus simple et plus honnête. La voix d'un homme parlant sans l'armure de certitude qui l'avait accompagné pendant 17 ans. « Je vous ai manqué de respect, » dit-il. « Ce que je vous ai dit était irrespectueux. Ce que j'ai fait avec votre main était irrespectueux. Et vous m'avez prévenu, et je ne vous ai pas écouté. » Il fit une pause. Il respirait toujours avec précaution. « Je suis désolé. » La salle resta silencieuse. Bruce Lee le regarda un moment, puis il hocha une fois la tête. Un petit signe de tête. Une reconnaissance sans théâtre. Le signe de quelqu'un qui accepte ce qui lui est offert et considère l'affaire réglée. « C'est terminé, » dit Bruce Lee. Marcus Webb hocha la tête. Il se tourna et marcha vers le vestiaire au fond de la salle. Ses combattants s'écartèrent pour le laisser passer. Aucun d'eux ne dit un mot. La porte du vestiaire s'ouvrit puis se referma, et il disparut. La salle resta silencieuse plusieurs secondes après la fermeture de la porte. Puis S, l'entraîneur, se racla la gorge. Ce simple bruit brisa quelque chose, et la salle recommença lentement à respirer, comme une pièce qui reprend vie après qu'un événement s'y est produit, un événement qu'il faudra du temps pour comprendre complètement.
Les combattants se regardèrent, puis regardèrent Bruce Lee, puis se regardèrent à nouveau. Bruce Lee prit son sac posé contre le mur ouest. Il vérifia que tout était en ordre. Il passa le sac sur son épaule. Il marcha jusqu'au bureau d'accueil et signa sa sortie. Il poussa la porte et sortit sur la 48e rue ouest, où la vapeur montait toujours des grilles et où le froid continuait de faire ce que fait le froid à New York en octobre, trouver chaque ouverture et s'y engouffrer. Il marcha 2 pâtés de maison jusqu'à un téléphone public et appela son hôtel pour leur demander de garder sa réservation pour le dîner. Puis il raccrocha et resta un moment dans le froid, son sac sur l'épaule, avec les bruits de Manhattan autour de lui. La ville bougeait autour de lui, comme les villes bougent autour des gens qui viennent de faire quelque chose d'important, et qui choisissent de ne pas l'annoncer. Marcus Webb, de retour dans la salle, resta assis seul dans le vestiaire pendant 20 minutes avant que quelqu'un vienne voir comment il allait. Quand son entraîneur entra enfin, il trouva Webb assis sur le banc, les mains posées sur ses genoux, regardant le sol. L'entraîneur lui demanda s'il était blessé. Marcus répondit non. L'entraîneur demanda ce qui s'était passé. Marcus y réfléchit longtemps. Puis il dit « J'ai découvert ce que je ne savais pas que je ne savais pas. » L'entraîneur ne comprit pas complètement. Marcus n'expliqua pas davantage. Il prit une douche, s'habilla et rentra chez lui. Il ne s'entraîna pas le lendemain, le premier jour en 11 ans qu'il manquait sans que la blessure en soit la raison. Il passa la journée à penser à 8 pouces de trajet et 2 secondes, et à ce que cela signifiait pour tout ce qu'il croyait comprendre du combat. Danny Chuan tenta de joindre Bruce Lee le lendemain matin, pour s'excuser de la façon dont la soirée s'était déroulée. Bruce Lee lui répondit qu'il n'y avait rien à excuser, que la soirée s'était déroulée exactement comme se déroulent les soirées, lorsque 2 personnes sont honnêtes sur ce qu'elles savent et ce qu'elles ne savent pas. Danny lui demanda s'il reviendrait à la salle. Bruce répondit qu'il avait un avion à prendre, et il le prit. Marcus Webb combattit encore 2 fois professionnellement, remportant les 2 combats. Mais ceux qui le connaissaient dirent que quelque chose avait changé, pas dans sa capacité, dans sa certitude. La certitude absolue et incontestée qui avait été la base de tout ce qu'il faisait avait développé une fissure. Une seule fissure, placée là par 8 pouces de trajet et un coup de pied arrière tournant, un mardi soir d'octobre. Certaines fissures, une fois formées, ne se referment jamais complètement. Elles deviennent simplement une partie de la structure, une partie de ce qui maintient tout ensemble d'une manière différente de celle d'avant. S, l'entraîneur, ne parla jamais publiquement de ce mardi soir. Mais pendant le reste de sa carrière, chaque fois qu'un jeune combattant entrait dans sa salle et rejetait quelqu'un à cause de sa taille, S arrêtait l'entraînement. Il faisait asseoir le combattant et il posait une seule question. Il demandait si le combattant avait déjà été véritablement surpris. Pas surpris par un bon coup de quelqu'un dont il savait qu'il frappait fort, vraiment surpris. De la manière dont on est surpris lorsque le monde se révèle organisé différemment de ce que l'on croyait. La plupart des jeunes combattants répondaient non. S hochait la tête. Il disait « Continue de t'entraîner. Un jour tu comprendras ce que je veux dire. » Il n'expliquait jamais davantage. Il n'en avait pas besoin. Ray, le poids moyen de Queens, qui avait été le premier à penser que le bâtiment s'était brisé, combattit encore 12 ans après ce mardi soir. Il remporta un titre régional en 1973. Il prit sa retraite en 1982 avec un palmarès dont il était fier. Lors de son dîner de retraite, quand les gens lui demandèrent quel avait été le moment le plus important de sa carrière, il ne mentionna aucun de ses combats. Il parla d'un mardi soir d'octobre 1970, lorsqu'il avait vu un homme de 145 livres faire quelque chose à un homme de 418 livres qu'il ne pouvait toujours pas, 12 ans plus tard, expliquer d'une manière qui le satisfasse. Il dit que cela avait fait de lui un meilleur combattant. Pas à cause de la technique, mais à cause de ce que cela lui avait appris sur la différence entre ce que l'on croit savoir
et ce que l'on sait réellement. Ces deux choses, disait-il, ne sont jamais aussi proches qu'on le pense. Le travail d'un combattant, le vrai travail, consiste à réduire cet écart.